Je vous propose, si vous voulez, qu'on démarre. On fait un petit tour de table. Je vais laisser la parole à Stéphanie Verma. Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Stéphanie Berama, je suis la responsable du fonds Créalia Occitanie. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire qui s'annonce passionnant. Créalia Occitanie, pour rappel, c'est un fonds qui prête à taux zéro au moment de l'amorçage, donc la période la plus risquée pour une start-up, 0-3 ans. Ce prêt vous permet d'augmenter vos fonds propres et crée un fort effet de levier sur les aides et subventions, la région, la BPI, les banques ensuite. Pour rappel, Créalia Occitanie, c'est 18 millions d'euros prêtés à plus de 800 porteurs et un taux de pérennité de 82% à 5 ans, ce qui est important et ce qui est aussi grâce à deux choses. D'abord, le couplage accompagnement-financement, puisqu'on prête à des gens qui sont accompagnés, et ensuite, grâce à nos experts, on va en reparler. Alors aujourd'hui, on va parler d'export. Pourquoi ce sujet sur des startups qui démarrent? On pourrait se poser la question. Justement, parce que startup, c'est souvent, généralement, c'est développement exponentiel et c'est export. Et aussi parce que ça s'anticipe. C'est pas parce que vous partez pas à l'export au moment de la création qu'il faut pas y penser et le préparer. Donc, et puis, c'est vous rappeler aussi que notre dispositif est là pour vous dès le début, mais qu'au-delà de notre financement, c'est aussi un réseau d'experts sur lequel vous appuyez. Nous sommes là pour vous à tous les moments. Donc, merci à nos experts, à l'ensemble de nos experts pour leur regard et leurs conseils lors des comités d'engagement et en dehors. Et un très grand merci aux experts et témoins qui sont là aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter Michel Montiel, Hélène Desmalades, Franck Berthaud et Célia Belline. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc moi je suis Michel Montiel, je suis assureur AXA, je suis associé avec Michel Gay, nous sommes 7 au niveau de l'agence. Nous sommes spécialisés dans le risque d'entreprise, nous accompagnons des entreprises matures mais également bon nombre de startups et bien évidemment très rapidement l'export est un sujet de développement de marché, un développement économique. Voilà. Bonjour, Hélène Desmalades. Moi, je suis chargée d'affaires internationales au sein du CIC Sud-Ouest. Je suis basée à Toulouse. Je couvre ce qu'on appelle l'ex-Midi-Pyrénées. CIC fait partie du groupe Crédit Mutuel. On accompagne une PME sur 3. On accompagne également les startups via des relais que nous avons dans nos agences PME. Et sur l'international, nous accompagnons les entreprises du début, alors pas forcément de l'amorçage, mais du moment que vous commencez à structurer une démarche export, tout le long avec différentes étapes que nous verrons lors de ma présentation un peu plus tard. Voilà. Bonjour, Franck Berthaud, je suis avocat. Depuis toujours, j'ai orienté ma carrière vers l'international. J'ai débuté dans un cabinet américain qui s'appelle Baker McKenzie. Je travaille en France et aux États-Unis. Je suis aujourd'hui l'associé, le créateur du cabinet M&B Avocat. Aujourd'hui, on a une particularité toujours tournée vers l'international, mais plus vers le monde hispanique, puisqu'on a ouvert des bureaux en Espagne et une de nos niches est aujourd'hui l'accompagnement des entreprises françaises sur l'Espagne et puis également l'accompagnement d'entreprises espagnoles en France. Et donc, c'est à ce titre que je vais essayer de vous faire part de mon expérience s'agissant donc du développement des relations à l'international. Très bien. Moi, je suis Célia Belline. Bonjour. Je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle Silcare, qui est un laboratoire spécialisé dans le développement de médicaments et de solutions thérapeutiques pour les personnes qui sont sourdes. Donc, nous, on aide des sociétés pharmaceutiques de biotechnologie ou de medtech à travers le monde à développer des solutions pour la surdité, les acouphènes et les otites. Notre spécialité, c'est vraiment l'oreille. Je suis là aujourd'hui parce que cette société Silcare, elle est implantée à la fois à Montpellier, à Paris, au Danemark, à Copenhague, mais également aux États-Unis depuis 2017. Donc, je vais pouvoir partager avec vous mon expérience sur le développement d'une société à l'international et faire un retour des bonnes et des mauvaises expériences. Bon, voilà, merci beaucoup à vous tous d'être là et pour cette petite présentation. On vous découvrira un petit peu tout au long de ce webinaire. Merci également donc, aux participants d'être là, qui en effet, comme l'a rappelé Stéphanie, est un sujet, je pense, qui du coup va être très intéressant. On n'abordera pas l'ensemble du sujet ce jour parce que c'est très
complexe et il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de revenir voilà, sur le bon démarrage pour une start-up dans son lancement au niveau international. Je vais laisser la parole à Michel Montiel pour vous faire voilà, un petit tour d'horizon, une introduction globale sur ce sujet. Et puis après, chaque expert abordera tour à tour avec le témoignage de Célia ce sujet qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie et Michel, à toi. Merci Manon, merci à vous tous, merci pour votre présence. Alors dans ce format que nous espérons tous bientôt fini et que très rapidement nous pourrons nous voir en présentiel. Ce que je vous propose aujourd'hui, bien, c'est d'évoquer avec vous effectivement l'export. Travailler à l'international peut être pour certains un levier de croissance. C'est une façon également d'augmenter son chiffre d'affaires. Pour d'autres, c'est une nécessité quand ils travaillent sur des marchés de niche et le marché français étant trop restreint, il se voudra très rapidement, je dirais, un développement économique fondamental. Aujourd'hui, notre objectif, avocats, banquiers, assureurs, vous aider à transformer votre approche en un véritable succès. Chacun de nous aujourd'hui, Franck, Hélène, Stéphanie, allons répondre, je dirais, allons nous expliquer l'aide que nous pouvons vous apporter et Stéphanie interviendra, pardon, Célia interviendra systématiquement après chaque intervention de manière à vous apporter son expérience à l'export. Voilà. Donc, on va vous éclairer sur la nécessité des prérequis pour aller à l'export et nous développerons également les grandes lignes. On ne va pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui parce que ça restera quand même très compliqué dans le temps imparti de développer l'export dans tous ces détails, mais de vous donner aujourd'hui non seulement l'envie d'aller sur les marchés et les territoires étrangers, mais également pour vous aider à démystifier le fait que parfois on peut avoir une pensée, je dirais, assez sombre et austère sur le développement à l'étranger de par la complexité. Voilà. Donc, je propose soit à Franck, soit à Hélène de débuter. Et je vous laisse la parole. Merci Michel. Si vous voulez, je peux débuter peut-être par les aspects juridiques, non pas qu'ils soient les plus importants, mais je crois que c'est de l'ordre que nous avions évoqué. Alors effectivement, le droit est important, mais je pense qu'il ne faut pas le concevoir comme un frein à l'export. Je pense qu'en fait, c'est toujours de cette façon que j'ai conçu le droit au service des entreprises. C'est un outil parmi d'autres, encore une fois, mais c'est vrai que c'est important pour éviter certaines déconvenues. Alors, quand on parle en fait d'export, c'est vrai que finalement tout ça est assez vague puisque tout dépend bien évidemment des formes que l'on va adopter. Classiquement, on distingue suivant si l'on passe par une implantation directe dans un pays ou dans plusieurs pays dans lesquels on souhaite se développer, ou si au contraire on développe directement depuis le territoire français. Quand on parle d'implantation directe, ça veut dire constituer une filiale, une succursale, une joint venture avec un partenaire local. Là, effectivement, je vais pas rentrer dans les détails, puisque tout dépend bien sûr des pays et puis tout dépend des formes d'implantation. Il faut quand même être très prudent dès lors que l'on part, parce que voilà, il faut être accompagné, il faut avoir un avocat, un juriste local, puisque effectivement, là, on tombe dans la problématique des constitutions de sociétés à l'étranger, avec des règles de gouvernance qui ne seront pas forcément les mêmes que chez nous, quand bien même dans des pays qui sont assez proches. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ma part, je travaille beaucoup sur l'Espagne, par exemple. Effectivement, il y a des risques de responsabilité personnelle des chefs d'entreprise en Espagne qui est beaucoup plus fort que ce que l'on peut rencontrer en France, notamment lorsqu'on demeure, je dirais, le dirigeant, le représentant légal, ce qui est souvent un réflexe alors même qu'on a un partenaire local, et on peut avoir des risques de responsabilité importants. Voilà, c'est juste pour illustrer ce propos. Non, je pensais peut-être plus vous parler du développement à l'international par l'export, à savoir en fait directement depuis la France. Alors là,
En fait, c'est la voie du contrat que l'on va adopter. Vous savez que le contrat en droit, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est notre code civil qui nous dit tout simplement que le contrat, c'est la loi des parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est aussi fort qu'une loi. La seule chose, c'est que ça s'applique que dans la relation entre vous-même et puis votre partenaire. Alors, on peut avoir des contrats extrêmement variés. Soit on a, je dirais, on fait le choix là aussi d'un partenaire local, un distributeur exclusif ou un agent, etc., en fonction bien sûr de vos activités. Là, ce contrat sera très important puisque, encore une fois, il faudra quelque chose qui soit bien rédigé afin d'éviter, encore une fois, qu'on puisse avoir des problèmes d'interprétation de votre contrat. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un conflit, etc. Donc, on peut aussi avoir des contrats qui sont beaucoup plus souples parce que je crois que Célia, tout à l'heure, vous en parlera, que finalement, il y a un côté, au travers de son expérience, qui peut être très, très naturel de travailler, je dirais, avec à l'export, et notamment dans des pays qui pourraient être très proches, on prend le cas de l'Europe, et finalement avoir une relation avec des partenaires, des clients hors de nos frontières, tout comme on pourrait le faire avec des clients à côté. En étant Montpellier, je vous parlais de l'Espagne qui est à côté, vous avez l'Italie qui est également à côté. Je dirais, quelle différence que de travailler avec un client, je dirais, à Barcelone plutôt qu'à Paris, en termes de distance, c'est encore même peu court. Donc là, on peut, par contre, il faut bien sûr, si vous avez par exemple des conditions générales de vente, si vous avez des relations, je dirais, plus one-shot avec certains clients, bon, finalement, dans l'absolu, ça ne change pas véritablement, sauf que si quand même, puisque vous allez vous retrouver avec un client qui est à l'étranger, on peut potentiellement avoir des problèmes de recouvrement, des problèmes de paiement. Donc, ce qu'il faut, c'est adapter. Vous avez l'obligation d'adapter vos contrats. Vous ne pouvez pas, malgré tout, commercer avec un client qui se situe hors de vos frontières comme vous allez le faire avec vos clients français. La question de la langue, tout simplement, s'il faut adapter vos contrats pour qu'ils puissent effectivement être en conformité avec vos clients, mais également au niveau du droit, il y a des clauses qui sont essentielles à prévoir dans un contrat lorsqu'on est à l'export. C'est notamment celle de la question du droit applicable, la question du tribunal compétent, car malheureusement, il faut anticiper un éventuel problème. Et si vous n'avez rien prévu, il est fort probable que dans ce cas, c'est le tribunal de votre partenaire, de votre client qui sera compétent. C'est très certainement le droit également du client qui sera applicable. Et parfois, c'est pas que le droit français soit meilleur que les autres, mais il a le mérite d'être connu généralement par nous. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un contrat qui est soumis. Il faut tout simplement avoir une clause qui le prévoit. Vous avez également des clauses qui peuvent être très très importantes, là encore une fois en fonction de la nature de votre activité, mais en termes de responsabilité. Par exemple, avec les États-Unis, il est extrêmement, je dirais, classique d'anticiper la question de la responsabilité. Vous savez que vous avez un risque de responsabilité aux États-Unis qui, en termes d'enjeux financiers, qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut rencontrer chez nous, mais il y a d'autres pays où c'est le cas. Et donc, il va être très très important de prévoir si c'est votre partenaire, si vous avez un partenaire qui prend ou non la responsabilité en cas de, je dirais, de mise en jeu, par exemple, de défectuosité de votre produit. Également, la question de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que si, notamment c'est le cas dans les startups, si vous avez des produits ou des services qui sont protégés, la question est de s'assurer est-ce que vous êtes protégé également dans les pays dans lesquels vous allez souhaiter vous implanter, vous développer, puisque là c'est une question qui peut être fondamentale pour vous, tout simplement pour protéger vos droits et anticiper une éventuelle concurrence, alors que normalement vous avez un brevet par exemple qui vous confère un monopole. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur les questions juridiques. C'est volontairement très large parce qu'encore une fois, tout dépend du choix que vous allez de votre choix s'agissant de la forme de développement à l'international, mais également bien évidemment s'agissant de vos produits, de vos activités qui vont être très importantes. Je parlais de la question de la responsabilité. Vous avez aussi des activités qui peuvent être réglementées. Donc, encore une fois, de s'assurer que vous êtes en conformité avec la réglementation locale. D'où l'intérêt également à ce niveau, parfois, de passer par un partenaire qui prendra, lui, la responsabilité de s'assurer que vos produits, vos services, votre activité est conforme à la réglementation locale. Super. Merci beaucoup, Franck. Je vais maintenant laisser la parole à Célia pour son petit témoignage. Et en parallèle, je vous mets pour les participants un petit sondage. C'est juste pour qu'on ait une visu à peu près du marché que vous touchez actuellement.
Voilà. Merci Franck et c'est bien, c'est à toi. Ouais. Donc, du coup, je vois le sondage en même temps. Ok, je vous vois plus, mais c'est pas grave, je vais parler en face. Ça va revenir. Donc, ce sur quoi je peux témoigner. Donc, quand nous, on est allé, donc, Silcare, elle a été créée en 2014 et comme je vous indiquais, en 2017, on a fait le choix d'élargir notre activité en créant une filiale sur le territoire américain, dans la région de Boston. Alors, à l'export, il y a toujours ces deux sujets, hein. Le premier sujet, c'est déjà d'adresser le marché à l'export. Donc, nous, ça a été le cas dès le départ, puisque on est une entreprise sur un marché de niche et qu'on a un client français. Donc, l'objectif était vraiment de toute façon d'aller tout de suite à l'international. On n'a pas eu de frontières, on ne s'est pas posé la question de l'export. De toute façon, on est allé à l'export. Ensuite, il y a la question de l'implantation de votre société à l'international et donc par la création souvent de filiales ou en tout cas de contrats de partenariat assez forts avec des acteurs locaux. Donc nous, la première filiale qu'on a créée, elle a été, c'est Silcare Inc., qui a été développée aux États-Unis, donc qui a été incorporée dans le Delaware, qui est souvent un des États qui est choisi pour des raisons fiscales, et dans le Massachusetts. Vous pouvez incorporer votre société où vous le souhaitez. Il faut au moins qu'elle soit incorporée, c'est-à-dire enregistrée sur le territoire où vous allez avoir des ressources humaines et de l'activité. Donc, dans notre cas, c'était le Massachusetts. Ensuite, vous pouvez choisir d'avoir un espèce de siège social dans un État qui permet d'avoir un certain nombre de conditions fiscales plus intéressantes que dans d'autres États. Et la plupart du temps, les sociétés vont dans le Delaware. Voilà. Donc, quand on a pris cette décision d'aller aux États-Unis, on a eu accès via les chambres de commerce, donc la FACNE notamment, qui est la French American Chamber of Commerce du New England, qui est la région dans laquelle se situe le Massachusetts. On a eu accès aux FABS, qui est un espèce de comité de chefs d'entreprise français qui s'est implanté, qui a beaucoup d'expérience sur la région du New England et dans notre domaine qui est la biotech et la life science. Et la première chose, je vous dis ça parce que la première chose, les premières recommandations qui nous avaient été faites à ce moment-là, c'était si vous venez aux États-Unis, vous faut un bon avocat. Voilà. Donc là, c'est le sujet du droit. De manière générale, quand vous créez une entreprise ou une filiale dans un autre pays, il est primordial. Alors, ce qui est, je trouve, très intéressant sur ces thématiques d'avocats, c'est que je pense que dans tous les pays, il y a de très bonnes formations d'avocats. Donc, vous avez toujours accès à de très bons avocats qui connaissent très bien leurs droits dans leur pays. Et comme expliquait Franck, en fait, vous pouvez pas avoir un avocat français qui traite les États-Unis, ou en tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez souvent quand même des avocats qui sont localisés et qui traitent du droit de leur pays. Après, il y a des droits internationaux et il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec le droit international. Mais comme chaque discipline va être extrêmement pointue dans le pays dans lequel vous devez défendre vos droits, vous allez vous retrouver systématiquement avec beaucoup d'avocats, beaucoup de conseils, mais en fonction des pays. Donc nous, aux États-Unis, on a choisi un cabinet qui était spécialisé dans le domaine des life sciences, qui était très américain, puisqu'on voulait être vraiment fortement ancré sur ce territoire américain. Donc ça s'appelle Burns & Livingstone. Et dans ce cabinet, vous allez avoir accès à l'ensemble des droits auxquels ou des spécialités auxquelles vous allez avoir dont vous allez avoir besoin en fait pour développer votre entreprise dans le territoire. Donc la première chose, c'est le droit des affaires ou le droit fiscal avec l'incorporation de la société. Donc ça, pour vous donner une petite idée, parce que ça a l'air énorme, mais c'est $1000 d'incorporer une société aux États-Unis en passant par un avocat qui vous accompagne et qui vous fait vos dossiers. Donc c'est vraiment des tout petits budgets pour vraiment créer l'entreprise, c'est $1000. Et ensuite, vous allez rapidement avoir besoin de l'expertise en droit des contrats, puisque vous allez forcément soit développer des partenariats, soit devoir quand même créer via votre filiale des contrats qui sont un petit peu différents de ceux que vous pouviez avoir en droit français. Voilà, donc ça, vous devez avoir assez rapidement accès à ces spécialités, mais ça fonctionne très bien. Puis quand on a créé la filiale au Danemark, donc ça c'était en 2020, même sujet, hein, vous avez besoin d'avoir accès à des avocats et pour du droit des affaires et du droit fiscal dans un premier temps. Et donc là, c'est le même sujet. Vous avez très rapidement accès à des avocats très compétents, des cabinets très compétents, spécialisés en droit
du Danemark et qui vont vous permettre d'incorporer votre société aussi. Donc, on a créé une société qui s'appelle Silker APS. Ils vont très rapidement vous expliquer les différents statuts de société. De la même manière que nous, on a des SA, des SAS, etc., etc. Dans chaque pays, vous allez avoir plusieurs statuts possibles et il faut en comprendre les tenants et les aboutissants pour faire le choix du statut d'entreprise que vous allez mettre en place. Donc, nous, c'est une APS et on est passé par un cabinet d'avocats et même Topo, hein, l'incorporation. Alors, je dirais que le package total pour aller au Danemark, c'est 2000 $, quoi. Voilà. Donc, on est, ou 2000 € aussi, si vous voulez. Donc, c'est pareil, on n'est pas sur des gros budgets pour aller créer une filiale dans ces pays-là. Et il faut être très bien accompagné parce que c'est aussi souvent, alors pour le Danemark, c'est encore plus flagrant, tous les documents doivent être soumis dans la langue du pays. Donc, moi, je ne parle pas danois. Donc, c'était de toute façon impossible pour nous, à distance, d'être en capacité de créer ou de fournir les documents dans la langue du pays. Donc, mieux vaut être très bien accompagné sur ce sujet-là. Voilà, donc les avocats qui vous accompagnent tout le long et auxquels il faut définitivement faire appel pour pouvoir faire les choses correctement, je pense, dans chacun de ces pays. Super. Merci beaucoup, Célia, pour ce petit témoignage. Donc, juste par rapport au sondage, pour vous donner une idée un petit peu du public, donc on a 10% des participants qui sont plutôt porteurs de projets. Donc, voilà, en cours de maturation et de lancement d'un projet, 33% de chefs d'entreprise, donc certainement déjà en route vers l'international ou sur le point de se lancer. On a 33% plutôt du milieu accompagnement. Donc merci à tous d'être présents. Et puis 25% qui sont du coup les autres. Donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi voilà, des banques, des business angels et les partenaires et startups de Créalia. Voilà. Donc, merci à tous d'être présents. Donc là, vous avez compris, on a abordé la première partie. Donc, pour s'entourer et bien démarrer à l'international, c'était plutôt le côté avocat et contrat, bien ficeler tout cela. Je vais maintenant laisser la parole du coup à Hélène, qui est du coup la partie plutôt bancaire et accompagnement avec la CIC Sud-Ouest. Hélène, je te laisse la parole. Ah, oui, merci. Donc, le but de la présentation, c'est de vous donner les grandes lignes de ce sur quoi une banque telle que le CIC Sud-Ouest peut vous proposer tout le long de votre projet de développement à l'international. Je ferai d'abord un petit focus sur les risques inhérents à l'international, parce que, alors, c'est vrai qu'on accompagne tout type d'entreprise, je le disais tout à l'heure en préambule, des PME, des grandes entreprises et des startups. Peut-être que les startups, parfois, on a la particularité, comme le disait Célia, de directement aller à l'international et pas forcément adresser le marché français auquel le produit peut ne pas être adapté. Donc, vous rentrez très vite dans le vif du sujet, en tout cas. Donc, à l'international, il y a des risques qui sont plus forts ou supplémentaires par rapport à la France, qui peuvent être tout simplement déjà le risque de défaillance de votre client, des retards de paiement, d'insolvabilité, de refus de paiement, auxquels on va pouvoir répondre par certains outils. Il y a la problématique rapidement de la devise. Soit vous êtes totalement en euros, bon, et il n'y a pas de sujet, soit le contrat est négocié en devise et il y a des outils à mettre en place si besoin en face. Je parlerai également du pays de destination. Au niveau international, sur l'Europe, il n'y a pas de gros soucis, mais sur d'autres pays, on peut être sujet à des sanctions financières et en tant que chef d'entreprise, vous avez la responsabilité quand même de surveiller la traçabilité des flux, l'origine des fonds, en tout cas de prendre des informations et on peut vous aider sur ce point. Ensuite, il y a aussi le risque lié aux banques. Vous pouvez avoir un paiement venant aussi de banques qui pourraient ne pas être aussi solides que ce qu'on connaît sur le sol français, ou avoir des problématiques de devises, de contrôle d'échange qui fassent que des virements soient tout simplement bloqués par manque de devises. Du coup, je dirais que nous, en tant que banque, on peut vous accompagner sur 5 points.
notamment très en amont de la démarche. C'est peut-être une particularité du groupe CIC Crédit Mutuel, puisqu'on a 40 bureaux de représentation dans le monde entier, avec des collègues, hein, ce sont des salariés du groupe, comme les chargés d'affaires, entreprises ou innovation que vous pouvez rencontrer. Moi, je travaille étroitement avec ces 40 bureaux qui sont implantés partout dans le monde, qui couvrent une cinquantaine de pays, et ils peuvent vous proposer de sécuriser votre démarche export, déjà en sélectionnant les marchés à adresser, en validant le potentiel d'un marché sur un pays donné. On a la capacité, par le réseau qu'ils ont, la double culture, le fait qu'ils soient sur le bon créneau horaire aussi, parce que dès lors qu'on va sur des pays en Amérique ou sur l'Asie, bah, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, et en plus en ce moment où c'est compliqué de se déplacer, on a une forte activité de ces bureaux-là avec qui vous pouvez déléguer de faire des études de marché, cartographier un marché, valider le potentiel, aller chercher un agent, un distributeur, en vérifier bien sûr la solidité, hein, on a des données financières pour cela, en lien avec les assureurs aussi, bien sûr. Et on peut également aller jusqu'à implanter une filiale, c'est-à-dire en parler, et on peut coordonner alors toute la création, du début à la fin, en trouvant des partenaires sur place, si vous n'avez pas, qui peuvent être un avocat, comme on l'a dit, un expert comptable, une banque, bien entendu, même si ce n'est pas forcément une banque de notre groupe, mais on travaille avec des partenariats. Voilà, et parce que c'est plus ou moins complexe suivant les pays. Les États-Unis, ça va relativement vite pour créer une société, mais quand on est sur le Japon, le Mexique ou d'autres pays, ou l'Inde, c'est important d'être bien entouré. Donc ça, je dirais que c'est le premier point au niveau du développement, de bien sécuriser cette approche-là. On propose donc des prestations, et on est toujours en lien aussi avec différents partenaires qui peuvent être la région, qui aident beaucoup au niveau des aides, de BPI, et également à aujourd'hui le chèque relance export qui a été défini dans le plan de relance et qui court sur toute l'année 2021 et qui peut vous aider à financer cette démarche-là. Le deuxième point, donc j'en ai parlé rapidement, c'est la conformité. C'est un point qu'on n'évoquait pas il y a quelques années, mais qui est de plus en plus prégnant, parce que la responsabilité, elle incombe aux banques, parce qu'on vous demande beaucoup d'informations sur quand il y a des flux issus de pays sous sanctions financières, mais c'est aussi de la responsabilité du dirigeant, et peut-être en premier lieu parce que vous êtes soumis à ces restrictions-là, qui peuvent être des restrictions édictées par l'Union européenne, mais aussi par les États-Unis. Donc, je ne rentrerai pas forcément dans le détail aujourd'hui, mais le but, c'est d'allumer des clignotants, des alertes, du moment que vous êtes sur des pays sur sanctions financières. Nous, on peut bien sûr vous les donner, qu'on puisse être en amont pour vérifier si la banque avec qui vous allez travailler, la contrepartie en local n'est pas bloquante, ou tout simplement si le pays n'est pas fermé totalement. Hein, parce qu'il y a quelques pays, 4-5 pays dans le monde entier, où c'est même pas la peine de commencer à ouvrir un sujet avec un client potentiel, ou alors en fonction des marchandises aussi, si vous êtes sur des activités plus compliquées comme le militaire, voilà, on va y aller à pas de loup, on va dire. Voilà, mais on accompagne nos clients sur ce sujet-là. Donc, une fois que ça s'est validé, voilà, on a déjà franchi une bonne étape. Le but, ça va être de définir quel moyen de paiement. Alors, il y en a plusieurs. Le moyen de paiement, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de la confiance que vous avez en votre acheteur. Alors, au début, la confiance, elle va pas être forcément très forte, enfin, si ce n'est que ça peut être quelqu'un qui vous est recommandé, que ce soit un gros groupe international. Bon, donc voilà, ça c'est une question d'appréciation aussi. Ça va dépendre du pays sur lequel vous œuvrez, parce qu'il y a des usages différents si on est sur les États-Unis, tout ce qui est pays anglo-saxons, si on est sur les pays du Maghreb. Voilà, on ne va pas forcément utiliser les moyens de paiement. Ça peut dépendre aussi également de vos besoins en termes de trésorerie, parce que certains moyens de paiement vont être plus facilement escomptables, on va dire, s'il y a un délai de paiement qui est accordé. Donc en gros, les deux les plus visités, ce serait le virement, parce que quand même sur l'Europe, 80% des paiements se font par virement, souvent avec
une assurance crédit dont parlera Michel Montiel après, donc je ne vais pas y venir là-dessus. Le virement, l'avantage d'être simple, en tout cas sur l'Europe, il est soumis au SEPA, donc des règles spécifiques qui en font qu'il est plus rapide, moins coûteux. En revanche, tant que vous n'avez pas l'argent sur le compte, vous n'êtes pas sécurisé. Là, encore une fois, selon les régions, il y a des pays où on peut demander un paiement d'avance, d'autres non. Hein, c'est interdit par les restrictions du contrôle d'échange. En revanche, c'est vite limitatif parce que si vous avez une facture assez élevée, il faut que votre client en face ait la trésorerie nécessaire et ça peut vite bloquer les affaires. Donc, on va dire que le moyen de paiement le plus sécurisant qu'une banque peut proposer, c'est le crédit documentaire. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail là, mais pour vous donner juste une grande ligne, le crédit documentaire, on va transférer le risque de non-paiement de votre client sur une banque étrangère qui va s'engager à vous payer. Donc, déjà, c'est bien, voilà, c'est une banque qui vous donne cette garantie-là, mais quid de la qualité de la banque et du pays, comme je l'ai dit. Donc, voilà, c'est des points qu'il faut vérifier. D'où, on a parlé d'anticipation dans l'introduction et j'apprécie aussi parce que plus on est sollicité en amont, plus on peut vérifier ces points-là. Et on va vous dire, sur tel pays, oui, cette banque-là, elle est solide. On va pouvoir en plus, nous, apporter notre confirmation. C'est-à-dire que vous transférez le risque de la banque étrangère sur le CIC. Et là, si le crédit documentaire est bien rédigé et on est là, moi je travaille avec des centres de métiers propres à notre groupe pour vous aider à rédiger le crédit documentaire, en tout cas en vérifier les modalités, vous allez être sécurisé, vous n'aurez plus qu'un risque CIC du moment que vous remplissez les termes de votre contrat et c'est votre métier à vous, votre corps de métier, ça se traduit par la remise de documents qui vont transiter par le canal bancaire. Du moment que vous respectez également une date limite d'expédition, vous serez sûr d'être payé. Voilà, mais encore une fois, il faut vraiment qu'on soit dans l'anticipation pour bien le rédiger, bien vérifier que la banque est solvable, le pays également, et que ça se pratique aussi bien sur ce pays-là, voilà, que votre client ait recours à des lignes de crédit documentaire. Donc ça, c'est on va dire la solution la plus sécurisée, qui est à la fois le crédit documentaire, c'est un moyen de paiement, mais c'est aussi une garantie, comme je l'ai expliqué. Ensuite, l'autre point, ce serait assurer la créance. Donc, il y a plusieurs moyens. Il y a également la possibilité de demander à votre client une garantie internationale qui va être régie par des règles internationales et qui va vous garantir d'un encours, d'une livraison. Là, encore une fois, on travaille sur des drafts pour que nous, on puisse vérifier que ça vous garantisse bien et que vous pouvez simplement envoyer votre marchandise sans avoir le risque d'être payé. La deuxième solution, et on y reviendra sûrement après avec Michel Montiel, c'est de mettre en place une assurance crédit. Nos outils voilà, sont des compléments, en tout cas le crédit documentaire ou la garantie, à des outils que vous pouvez avoir via des assureurs. Si vous avez une assurance crédit, c'est parfait. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas, donc on peut venir en complément. L'autre point, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le risque de change. Donc, alors, soit vous êtes en euros, effectivement, il n'y a pas de problématique, soit vous êtes dans dollar US, c'est le plus courant, et il va falloir se poser la question du risque de change. Alors, il y a plusieurs solutions qu'on peut proposer. Le but, nous, c'est vraiment c'est pas de spéculer, c'est de garantir vos marges. Vous avez déjà fait la prospection, toute la démarche de prospection, vous avez trouvé le client, vous êtes en train de négocier le contrat. C'est pas le but de perdre quelques points de marge à cause d'un problème de devise. Donc le but, c'est de sécuriser, vous, le cours objectif que vous aurez défini quand vous avez fait votre proposition commerciale et que nous, on se cale au plus près de ce cours objectif pour que lorsque vous aurez le paiement, il y ait le moins de décalage possible.
dans un sens ou dans l'autre. Enfin, dans l'autre. Si c'était en plus, ce ne serait pas un problème, mais voilà, on n'est pas là non plus pour spéculer. Alors, parfois, il y a des solutions toutes simples, c'est que vous pouvez avoir des factures d'encaissement client en dollars et avoir vos propres coûts en dollars, donc ça va se compenser. Ça serait le cas idéal, c'est rarement le cas, enfin, en tout cas, parfaitement. Voilà, mais nous, on peut proposer des solutions telles que la vente à terme, le change à terme de manière générale, via nos salles des marchés qui vous proposent des solutions le plus simple possible, en tout cas pour démarrer, et qui vous permet vraiment de sécuriser cette marge-là. Il y a des solutions aussi qui existent avec BPI, on met conjointement des solutions d'options et nous on prend le relais pour traiter le change quand il arrive, puisqu'il faut avoir un compte en dollars assez rapidement quand vous avez un volume qui se développe sur ces devises. Le dernier point, en fait là, je reviens un petit peu au premier sujet, c'est la formalisation de l'accord. Là, on n'intervient pas. Nous, ce que je voulais dire, c'est que vous allez négocier un contrat commercial, on l'avait vu avec Franck. Les solutions de paiement sont quand même indépendantes. Tout ce qui est crédit documentaire et garantie internationale, en termes de droit, c'est autonome en contrat. Donc, il faut démarrer les négociations en parallèle pour que ça vous sécurise le mieux possible, parce que quand un crédit documentaire, on le met en jeu, on ne regarde que ce qui est écrit dans le crédit documentaire, on ne va pas se référer au contrat commercial. Donc, d'où l'intérêt d'être vraiment dans l'anticipation de vos projets dès votre lancement à l'international. Voilà pour ma part les différents points sur lesquels on peut intervenir. Merci Hélène, merci beaucoup. Juste avant le témoignage de Célia sur cette partie, on a une question de Benjamin. Je vous l'ai transmise sur le chat. Je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance. Donc Benjamin nous demande, existe-t-il des régions qui permettraient d'exporter en capitalisant sur les frais initiaux? Je pense éventuellement US et Canada, ou peut-être des contrats qui seraient transposables. Donc, je ne sais pas si l'un de vous peut répondre à Benjamin sur cet aspect-là. Je n'ai pas bien compris pour ma part. En capitalisant sur les frais initiaux? Oui, alors éventuellement, je peux peut-être donner la parole à Benjamin. Benjamin, je vais essayer d'activer votre micro. Vous poserez directement votre question avec peut-être des précisions. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Oui. D'abord, merci pour tous ces éléments que j'ai partagés. Ma question, c'était en fait simplement si, par exemple, en France, je ne sais pas, on rédige un contrat, il serait peut-être transposable en Suisse de par la langue, de par peut-être les règles en place. Est-ce qu'il y a certaines régions où on pourrait comme ça capitaliser en établissant les contrats une fois et de pouvoir les réutiliser sans faire trop de modifications? Et du coup, de se favoriser peut-être certaines régions qui pourraient entrer en fait dans des systèmes de priorisation en fait pour nous sur la partie export. Je ne sais pas si c'est plus clair. Il n'a pas son micro, Franck. Oui, Franck, il faut activer votre micro. Alors, attendez, Franck, bougez pas, j'essaie de le... Bon, ça ne veut pas. Alors... pourquoi? Essayez, Franck, Moi, j'ai pas la main, là, je sais pas pourquoi. Ah, ça y est, ok. C'est bon? Pardon. J'avoue que là, je n'avais rien fait par moi-même, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, non, sur le terrain juridique, votre question est effectivement opportune. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand on parle de droit international, tout ça, ça n'existe pas vraiment, le droit international, j'allais presque dire. En fait, quand on a un contrat, effectivement, je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut définir dans votre contrat, c'est quel est le droit applicable. Et on peut imaginer que vous puissiez avoir un contrat avec des clients, avec des partenaires, et que vous allez soumettre au droit français. Donc, dans l'absolu, vous avez un contrat, effectivement, que vous pourriez dupliquer dans différents pays. Maintenant, ça pose quand même deux questions. La première, d'abord, c'est de pouvoir
dans le cadre de votre négo avec votre partenaire, vos clients, imposer votre droit. Peut-être que votre client ne sera pas d'accord et puis lui il dira non, moi je veux mon droit. Donc c'est quand même, là on est dans l'aspect négociation. La deuxième chose, c'est que vous pouvez quand même avoir dans certains pays, dans quasiment d'ailleurs tous les pays, ce qu'on appelle des dispositions qui vont être d'ordre public, à savoir qui vont s'appliquer alors même que votre contrat serait soumis au droit français. Je parlais tout à l'heure du risque responsabilité tout à l'heure, et notamment sur les États-Unis, le fameux product liability. Vous avez, si vous exportez des produits aux États-Unis, que vos produits vont causer des dommages localement, je dirais, vous avez un produit qui est défectueux, et bien quand bien même votre contrat serait soumis au droit français, vous allez quand même avoir un risque. Alors il y a une possibilité contractuelle de transférer ce risque, je le disais, sur votre partenaire. Enfin, encore une fois, il y a des limites, il y a des dispositions d'ordre public qui s'appliqueront alors même que votre contrat serait soumis au droit français. Et puis, une dernière précision, il y a l'Europe. C'est vrai qu'on est quand même aujourd'hui au sein de l'Europe dans un droit qui est de plus en plus harmonisé, alors pas surtout, mais quand même sur de nombreux aspects, et je dirais dupliquer un contrat international dans les différents pays européens, et notamment encore une fois si on arrive à le soumettre au droit français, tout à fait, c'est tout à fait possible. Reste après la question de la langue, enfin ça vous pouvez avoir un contrat identique dans différentes langues, sans que ce soit véritablement un problème. Merci beaucoup. Voilà. Bon, j'espère que ça a répondu à votre question, Benjamin. Oui, très bien, merci. Super, merci. Du coup, merci Franck également. On va passer du coup au témoignage de Célia sur la partie plutôt banque. Je ne sais pas si vous voulez compléter quelque chose. J'ai pas entendu ta question, Manon. Non, mais je te laisse la parole. Je continue. Peut-être je peux aussi témoigner pour Benjamin sur cette partie contrat, lui dire ce que nous on a. Nous, on travaille majoritairement en anglais avec tous les pays avec lesquels on est. Les contrats sont rédigés en anglais. On a 3 grands types de contrats. On a d'abord les contrats de confidentialité. Comme on travaille en recherche et développement, c'est des choses qui sont extrêmement importantes de nous engager vis-à-vis du client à une certaine confidentialité, enfin à une totale confidentialité. Et ces contrats sont souvent mutuels, c'est-à-dire que le client s'engage aussi à une confidentialité par rapport à notre savoir-faire, notamment dans l'entreprise. Et ça, c'est souvent soumis au droit français. Il y a de temps en temps des discussions avec les clients qui veulent que ce contrat soit plutôt sous leur droit. Mais comme on est implanté au Danemark, aux États-Unis, dans le Delaware, le Massachusetts, et en France, en fait, on a toujours la possibilité de négocier sur un de ces secteurs-là, sachant que l'objectif majeur, c'est qu'en cas de conflit, vous ayez un avocat capable de vous défendre dans le territoire du droit applicable sur votre contrat. Ensuite, on a des MSA, donc des contrats cadres en fait, transposés en français, ça s'appelle des Master Services Agreement ou des Services Agreement. Sur ces contrats-là, c'est la même chose. Nous, ils sont rédigés en anglais, même avec les clients français. Et le droit applicable est soit le droit américain quand on traite avec un client américain via notre filiale américaine, soit du droit français quand on est sur les autres territoires. Voilà. Et on traite, pour vous donner une petite idée, donc nous, on a une 60aine de clients à l'international et les secteurs majeurs, c'est Japon, Corée du Sud. Ensuite, en Europe, on va traiter aussi bien avec les pays scandinaves que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suisse, etc. Donc, on va vraiment couvrir la plupart des territoires européens et les États-Unis, qui sont notre gros marché également. Voilà. Donc, avec ce type de contrat, on fonctionne bien. Le troisième type de contrat qu'on utilise parfois, c'est des Material Transfer Agreements. Donc là, c'est des contrats dans lesquels on reçoit du produit, du composé chimique d'un client pour faire des études plutôt de recherche. Et donc ça, c'est couvert, mais c'est plus le droit de propriété intellectuelle qui est couvert dans ce cas où on s'engage à ce que les résultats qui sont délivrés par les travaux qu'on réalise sur ces composés ne nous appartiennent pas, mais appartiennent bien aux clients qui nous envoient ce composé. Voilà. Donc c'est ce genre de choses. Et c'est toujours traité en anglais.
Alors, si je reviens sur la partie plutôt banque, donc je vais donner du retour. Alors, nous, on n'est pas dans un marché où on utilise ce que Hélène a décrit, puisqu'on n'est pas sur, je pense, des montants de contrats suffisamment conséquents pour aller sur les différents crédits que vous avez, sécurisation des crédits que vous avez pu décrire. Donc, on n'a jamais fait appel à ce genre de choses. Et de la même manière, on n'est pas très impacté sur le choix des devises. Soit le client nous règle en euros sur nos comptes bancaires européens, soit il nous règle en dollars sur notre compte aux États-Unis. Donc, en revanche, on a plusieurs banques. Donc, on a des banques françaises et on a une banque américaine avec qui on travaille depuis le démarrage. Alors là, je vais plutôt faire du partage d'expérience sur la complexité, en fait, d'ouvrir un compte bancaire peut-être parfois dans un autre pays et donc sur l'intérêt effectivement d'être bien accompagné. Et donc, ce que propose Hélène, je pense, c'est ce qu'il faut utiliser, c'est-à-dire travailler avec ces banques françaises pour aller à l'international. C'est quand même ce qui fonctionne, je pense, le mieux. Donc, je vous encourage à le faire. Sur les États-Unis, donc le premier sujet, c'est d'avoir un numéro de sécurité sociale. Or, quand vous êtes un dirigeant français et que vous n'avez pas l'intention d'habiter aux États-Unis plus de 6 mois dans l'année, vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, vous n'avez pas de carte verte, vous n'êtes pas, voilà, vous avez un visa, mais ce n'est pas suffisant pour ouvrir un compte bancaire sur les États-Unis. Donc, souvent, en fait, vous allez passer par des secrétaires qui vont être vos experts comptables généralement ou votre cabinet d'experts comptables aux États-Unis qui va nommer quelqu'un au sein du cabinet d'experts comptables qui va avoir le secrétariat de votre compte bancaire. Et donc, cette personne, elle va aussi être au niveau de vos statuts d'entreprise nommée comme secrétaire de manière à être capable de travailler et d'agir sur les comptes bancaires. Alors, aux États-Unis, c'est en plus extrêmement archaïque d'une certaine manière. Donc, on parlait des moyens de paiement, virement, qui est quand même pour nous majoritairement utilisé. Et bien, aux États-Unis, vos clients, ils vous payent en chèque. Donc, ils vous envoient des chèques qu'il faut poser à la banque. Voilà. Donc, c'est un moyen de paiement qui reste communément utilisé aux États-Unis. Et même votre comptable qui a donc, nous, une délégation sur notre compte bancaire pour pouvoir régler des factures, et ben, il va utiliser son chéquier. Donc, vous recevez 10 chéquiers quand vous avez votre compte bancaire parce qu'en fait, c'est quand même un moyen de paiement qui est largement utilisé sur les États-Unis. Alors, le virement existe, hein, mais avec des problématiques. Donc, je vais vous donner juste un exemple puisque on est sur un sujet d'un client qui n'arrive pas à nous payer sur les États-Unis parce que il utilise des nouveaux systèmes de comptabilité. Ça s'appelle Bill.com. Donc, c'est comme des plateformes en ligne de paiement. Et ces plateformes, donc pour pouvoir vous enregistrer, il vous faut votre société américaine et il vous faut le deuxième sujet en plus du numéro de sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il faut aux États-Unis? Il faut un numéro de téléphone portable américain. Parce que si vous n'avez pas de numéro de portable américain, eh bien, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas faire. Et les Américains ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, cette plateforme, qui est une plateforme de paiement en ligne d'un gros client, hein, n'a pas la possibilité de vous envoyer des textos de confirmation sur un numéro de téléphone qui ne soit pas un numéro de téléphone américain. Donc, si vous n'avez pas de numéro de téléphone américain, vous ne pouvez pas fonctionner avec ces plateformes parce que vous recevez, vous savez, toujours des codes pour vous dire confirmer le règlement, le virement, etc. Et ben, je n'ai pas de numéro de téléphone américain. En tout cas, j'en ai un, mais qui ne fonctionne pas en France. Et donc, je ne peux pas recevoir ces textos de confirmation sur les plateformes. Donc, quand vous allez sur les États-Unis en termes d'opérations bancaires. Donc, il y a ce numéro de sécurité sociale qui souvent est délégué si vous n'habitez pas sur le territoire américain et il vous faut un numéro de téléphone américain. Ça, c'est obligation 100%. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone américain, vous ne pouvez pas vraiment travailler sur tous ces outils en ligne. Alors, pour les États-Unis, donc nous, on a dû ouvrir un compte, on est chez Bank of America, donc on a ouvert un compte chez Bank of America via notre expert comptable local qui a pris ce poste de secrétariat, qui nous a accompagnés sur l'ouverture de ce compte. Ensuite, il faut rapidement avoir un transfert et des fonds sur ce compte en banque parce que ce qui va être important, c'est l'historique en fait des mouvements sur votre compte pour justifier, alors en plus ou en moins, mais pour justifier que vous êtes vivant en fait aux États-Unis, que cette filiale est vivante, votre compte en banque est vivant. Donc, il faut rapidement aussi avoir ces espèces de mouvements sur votre compte américain. Après, sur le Danemark, alors là, je peux vous partager également sur cette expérience.
Donc, à la différence des États-Unis, on n'a pas été, en fait, c'est pas forcément. Donc, pour ouvrir un compte en banque au Danemark, c'est le même sujet. Il faut être citoyen danois. Donc, mais pour fonctionner avec une entreprise au Danemark, une filiale, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte danois. Vous pouvez avoir un compte dédié français, enfin, dans votre banque française, dédié au mouvement ou au règlement de votre filiale au Danemark. Voilà. Donc, on a, nous, fait le choix de ne pas ouvrir un compte en banque danois parce qu'il faut un justificatif de domicile, il faut habiter sur le territoire, etc., ce qui n'était pas notre cas. Donc, on a ouvert un compte en banque auprès d'une de nos banques dédié en fait au mouvement et au règlement ou aux opérations qui concernent cette filiale danoise. Voilà, donc ça c'est important. Je vais revenir aussi sur le sujet des pays sanctionnés ou des pays blacklistés. C'est un sujet extrêmement important et également sur la partie levée de fonds. C'est-à-dire quand vous levez des fonds, si vous travaillez, vous allez être obligé de vous engager que vous ne travaillez pas avec des pays qui font partie de la liste des pays sanctionnés. Hein. Donc c'est un sujet. Nous on a une garantie BPI Export par exemple pour aller au Moyen-Orient. Il fallait qu'on fasse quand même attention de ne pas aller n'importe où au Moyen-Orient, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui peuvent être dans cette liste blacklistée. Voilà. Et peut-être je peux aussi vous partager, donc dans la période Covid, donc nous on a vécu la période Covid en Europe et puis aux États-Unis. Donc sur la partie Bank of America, donc normalement vous avez accès en fait au même type de prestations sur vos banques à l'étranger que sur vos banques françaises. Donc, de la même manière, on a essayé d'avoir accès à un espèce de prêt garanti par l'État aux États-Unis. Hein, au moment où il y avait les prêts garantis par l'État sur la France, il y avait le même thématique, ça s'appelait PMMM, je ne sais plus, sur les États-Unis. Donc, sur ces prêts-là, on n'a de la même manière pas pu y avoir accès, ou alors il aurait fallu faire des choses qu'on n'avait pas trop envie de faire parce qu'on n'avait pas de numéro de sécurité sociale américain. Donc, de la même manière, le fait de ne pas avoir ce numéro de sécurité sociale nous a bloqué sur l'accès à ces prêts garantis par l'État américain, alors qu'ils n'étaient pas des gros prêts, hein, on parlait de 30 000 $. Donc, voilà, on était sur des petits trucs par rapport à l'activité. Donc, on n'a pas poussé. Il aurait fallu qu'on utilise un de nos collaborateurs, par exemple, sur place, qui aurait pris sur son numéro de sécurité sociale le prêt qui aurait été garanti. Alors, ce qui est un peu compliqué, vous ne dites pas à votre collaborateur, excuse-moi, tu prends la responsabilité du prêt d'entreprise qu'on met en place aux États-Unis dans le cadre de cette période un peu de crise. Donc, on n'a pas fait ce choix. Mais donc, ce numéro de sécurité sociale et ce numéro de téléphone, encore une fois, c'est deux choses assez importantes quand on va aux États-Unis et dont on n'est pas forcément au courant avant de se retrouver confronté à ces petits problèmes administratifs. Quoi. Voilà pour mon témoignage. Merci beaucoup, Célia. On a une question pour toi de la part de Nathalie qui nous dit « Merci Célia, comment avez-vous choisi les pays d'implantation ?» Ouais. Alors, les États-Unis, pour nous, c'est 70% du marché de la biotech. Hein. Donc, de manière générale, quand on fait de la pharma, le marché américain, c'est 60-70% du marché global. Donc, pourquoi on y est allé s'implanter? Parce qu'on travaillait déjà avec les Américains. Parce que les Américains sont, donc c'est 60-70% du marché, et travaillent entre Américains. Donc, si vous ne vous implantez pas aux États-Unis, nous, on a une spécificité, on est assez unique dans notre secteur d'activité. Si on ne s'implante pas, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un compétiteur qui, lui, va s'implanter et va à un moment donné récupérer tout le marché américain. Donc, c'était une évidence pour nous de devoir s'implanter aux États-Unis. Et le deuxième sujet de l'implantation, c'était également le fait on dépose des demandes de subventions dans le cadre de programmes de recherche, et notamment aux États-Unis auprès de deux organismes, le NIH et le Department of Defense. Donc, on travaille, l'armée en fait finance beaucoup de recherche aux États-Unis. Et quand les clients avec qui on avait travaillé les demandes de subventions obtenaient ces subventions, ils ne pouvaient pas travailler avec nous parce qu'on était une société française. Donc, vous avez travaillé avec le client, vous avez déposé le dossier, il a eu sa subvention et il est obligé d'essayer de trouver quelqu'un sur le territoire américain pour travailler avec lui. Donc, il y a aussi là un incentive à développer la concurrence locale. Donc, on s'est dit, non, il faut absolument qu'on soit également implanté aux États-Unis pour pouvoir
à minima, être plus proche en fait de nos clients locaux et être capable de fournir du service localement. Alors après, les États-Unis, c'est grand. Pourquoi on a choisi Boston? Parce que vous regardez en fait là où vos clients sont. Hein. Donc nous, dans notre cas, dans la biotech, il y a 3 clusters. C'est soit la région de Boston-New York, ok, côte est, soit on va descendre sur le Texas, là il y a un petit peu, soit on va aller sur vraiment San Diego, la Silicon Valley, là où il y a beaucoup de startups, etc. On a choisi Boston, bon, parce que pour nous, c'est là où il y avait le plus de clients, mais aussi parce qu'en termes de management, de gestion de filiales, quand vous décidez d'aller à San Diego, ça a l'air exotique, hein, il fait meilleur à San Diego qu'à Boston, ça, il n'y a pas de sujet, ou à San Francisco, ou à Los Angeles, mais c'est 9 heures de décalage horaire. Hein. Donc, vous vous levez le matin, les autres se couchent, vous vous couchez, ils se lèvent. Hein. Donc, quand vous devez manager des équipes avec ce type de décalage horaire, eh ben, vous pouvez pas. Donc, il faut absolument avoir quelqu'un qui s'installe en fait localement. Et vous avez comme 2 entreprises qui travaillent en 2-8, quoi, enfin en 3-8. Voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué en gestion, alors que la côte est des États-Unis, honnêtement, il y a aucun sujet. Hein. Vous avez 6 heures de décalage horaire. Ok, vous vous levez, ils sont couchés, mais 4 ou 5 heures plus tard, tout le monde est debout, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était un choix. Après, le Danemark, pour nous, c'est pareil, c'est un choix de marché. C'était facile pour nous d'implanter une filiale au Danemark. Et le Danemark, c'est le pays de l'audition. Donc, toutes les aides auditives sont fabriquées, enfin, majorité des aides auditives sont fabriquées au Danemark. Donc, on a beaucoup de, il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont réalisés dans le domaine de l'audition. Nous, on n'adresse pas le marché des aides auditives, mais plutôt des médicaments, des thérapies géniques cellulaires qui viennent restaurer l'audition. Mais comme c'est le pays de l'audition, c'était important pour nous d'être présents. Ça facilite la mise en place de collaboration. Vous vous retrouvez dans un pays avec une filiale qui peut être dans des contrats de partenariat avec des académiques, des universitaires ou des sociétés privées locales. Et vous participez, contribuez au développement du territoire local aussi. Donc, c'est un bon point pour développer les partenariats. Donc, c'est comme ça qu'on a sélectionné ces 2. On voulait avoir une empreinte un peu plus forte en Europe du Nord, parce que la France, c'est un peu exotique hein, pour les Scandinaves. On est cool, quoi. Donc, on est exotique. Donc, le fait d'être au Danemark, on est un peu plus sérieux par rapport à l'image que peuvent s'en faire les pays scandinaves, Allemagne, etc. Et puis, les États-Unis, c'était pour adresser notre marché. Merci beaucoup Célia. Nathalie complète un petit peu sa question et demande si on peut lui donner les grandes étapes pour s'implanter dans un pays, même si ça va reprendre un petit peu tout ce que vous avez dit tous. Il nous reste encore le témoignage de Michel, mais voilà, soit quelqu'un peut lui répondre maintenant ou après dans la conclusion, mais peut-être voilà un témoignage sur les étapes clés sans rentrer dans le détail. Oui, choisir son pays. Une fois qu'on a choisi son pays, il faut choisir un avocat qui va vous permettre de créer la structure, c'est les mêmes étapes qu'en France, hein, quand vous avez créé votre entreprise. Donc, quelle est la structure que je vais choisir? Quand on est aux États-Unis, on est soit Inc., soit non-for-profit. Donc, on est soit for-profit, soit non-for-profit. Donc, ça veut dire qu'il faut choisir un statut. Voilà, au Danemark, vous avez APS, AS, donc plusieurs statuts également. La même chose qu'en France, quand vous choisissez d'être une SA, une SAS, une SARL, une SCOP ou j'en sais rien, voilà, tous ces statuts-là. Donc, il faut passer par un avocat pour comprendre ça. Vous incorporez votre société, puis ensuite, c'est tout. Hein, vous n'avez rien d'autre à faire. Ouvrir le compte en banque, voilà. Et après, faut y aller. Super, merci beaucoup Célia. Nathalie, j'espère qu'on a répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à compléter. Juste avant de passer du coup au témoignage de Michel Montiel sur la partie assurantielle, je vous retransmets un petit sondage aux participants qui va nous permettre de savoir où s'étend votre business pour ceux qui sont concernés par l'international. Donc, je vous le mets en ligne. Et du temps, voilà, Michel pourra démarrer son témoignage sur la partie assurantielle. Donc, vous avez bien compris, grosso modo, qu'aujourd'hui, en plus du témoignage de Célia, l'objectif, c'est de vous montrer vraiment les entités sur lesquelles vous appuyez pour bien démarrer. Hein.
Donc, en effet, un avocat, que ça soit côté France ou export, expert comptable qu'on n'a pas aujourd'hui en témoignage, mais Célia a souligné aussi l'importance, une banque qui vous accompagne et donc la partie assurantielle, Michel va vous expliquer tout de suite. Donc là, pour le moment, au niveau du sondage, on a 30% au niveau mondial et 60% côté européen. Voilà. Donc, je vous partage rapidement les résultats et Michel, je te laisse démarrer ta partie. Et merci à tous. N'hésitez pas à poser vos questions hein, au fil de l'eau. C'est très intéressant de pouvoir échanger avec vous. Merci. Alors, attends, Michel, je te mets le micro. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça met un petit peu de temps à chaque fois. Voilà, normalement… Donc là on m'entend bien, merci. Donc, merci à tous les intervenants, tout ce qui a été dit. Les mots, je dirais, les plus importants ont été énoncés, à savoir prévention et anticipation. Et vous allez voir que sur la partie assurantielle, ça va peut-être répondre également à la dernière question. L'assurance va être élaborée, structurée en fonction de tous les éléments et vous verrez l'importance de l'équipe constituée, à savoir avocats, banquiers et assureurs, de manière à aller conquérir des territoires de façon pérenne mais aussi sécurisée. Le prérequis au niveau assurantiel, il est simple, c'est déjà être assuré en France, ce qui n'est pas toujours le cas et il m'arrive de voir arriver des startups qui veulent aller à l'international et qui n'ont même pas, je dirais, de responsabilité civile professionnelle sur le territoire français. Après, il conviendra d'avoir un assureur qui va aller vers les pays étrangers. L'implantation et le développement et l'assurance pourra se faire de 3 façons que je vais vous exposer. Et dans un deuxième temps, je reviendrai de façon anecdotique sur des situations que l'on risque de rencontrer au travers d'un élément constituant, je dirais, le travail de tout assureur en amont. Il s'agit de votre contrat. Avant même que nous puissions évoquer les garanties assurantielles sur les pays étrangers, nous vous demanderons les contrats qui vont vous lier avec vos clients. Et là, nous calerons, nous essaierons de donner des garanties par rapport aux prérequis de votre client, du droit in situ et de façon globale, je dirais, les garanties qui seront demandées. Voilà. Nous pourrons vous proposer globalement 3 solutions. Une solution qu'on appelle la solution coordonnée. Alors, moi, ce dont j'évoque aujourd'hui, bien évidemment, c'est par rapport à ma société mandate AXA, qui, au niveau international, donc, a racheté le groupe aux États-Unis Excel et qui nous sommes aujourd'hui en matière de dommages au niveau international, le premier assureur. La solution coordonnée, nous allons trouver un représentant local d'un groupe d'assurance. Donc, vous voulez exporter au Mexique, on va trouver au Mexique un intervenant avec lequel nous allons nous mettre en contact. Alors, pourquoi et quel est l'intérêt? C'est tout d'abord d'aller chercher je dirais, tout le savoir d'un mandat local. Et nous allons fonctionner sur un terme qui va s'appeler le dig deal, à savoir notre contrat français interviendra dès l'instant où il pourrait y avoir dans le contrat local une carence en matière de responsabilité, nous viendrions en complément de ce contrat. Le but, c'est d'optimiser la connaissance du local via un intermédiaire local. Là, en l'occurrence, pour ma part, je reste l'interlocuteur de l'entreprise qui souhaite conquérir sous cette forme-là le pays étranger. La deuxième, on a beaucoup parlé des territoires européens. Globalement, les contrats français prévoient l'export sur le territoire européen. C'est la libre prestation de services et la France, donc France vers tous les pays membres, et le principe étant la garantie au premier euro. Voilà. Globalement, tous nos contrats couvrent la communauté économique européenne. Où va naître les problématiques, c'est que dès l'instant, on va commencer à parler, et très spécifiquement, du marché canadien et du marché américain, des États-Unis, bien évidemment.
On aura un troisième, je dirais, point qui sera donc le programme intégré, qui s'adresse déjà à des sociétés très structurées qui travaillent beaucoup avec un pays. Alors là, ça va être un contrat qui va être géré par des instances parisiennes avec la mise en place de police de nouveau locale et qui correspond à, je dirais, non seulement un mélange des deux premières solutions, mais qui aura pour but d'harmoniser les contrats avec une réassurance en France à 100%. Il s'agit là vraiment déjà de sociétés qui utilisent, je dirais, l'export de façon importante et qui réalisent un chiffre d'affaires important avec des pays étrangers. Donc voilà globalement sur l'aspect responsabilité civile professionnelle, les différentes façons d'implantation et de sauvegarde de vos intérêts en matière de gestion de conflits, entre guillemets, dès l'instant où ces derniers naîtraient de par un souci dans ce que vous réalisez. Après, bien évidemment, on aura d'autres contrats. On va avoir la responsabilité des dirigeants qui a été évoquée à un moment donné, qui, elle, a une garantie monde entier, responsabilité sur laquelle un pays pourrait venir effectivement vous chercher en responsabilité. Mais là, la territorialité se veut, je dirais, partout dans le monde. Alors, je mets un bémol et je rejoins complètement ce que disait Célia. Attention, somme toute, il y a des pays sur lesquels les garanties d'assurance comme les garanties financières ne pourront peut-être pas toujours être données, des pays blacklistés qui aujourd'hui, tant au niveau du droit du contrat, au niveau bancaire, mais également au niveau assurantiel, ne respectent rien. Et compte tenu du fait qu'il n'y a pour nous aucune possibilité d'assurer les risques encourus, bien évidemment, ce n'est plus un aléa, mais c'est un risque certain et vous aurez des difficultés à vous faire accompagner par un assureur sur ces territoires. Voilà. Après, il a été évoqué également à un moment donné par Hélène, donc l'assurance crédit, que les banquiers font, que des groupes d'assurance font également. Je ne voudrais pas rentrer dans la technicité de cette couverture, mais il est vrai qu'à un moment donné, il va falloir sécuriser certaines formes de paiement et parfois aussi aller chercher, selon les pays avec lesquels on travaille, la sécurisation, mais de mise en application de moyens de paiement avec des pays. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais été sollicité par une société qui allait faire l'implantation d'usines de panneaux photovoltaïques à Cuba et qui n'avait pas la possibilité de se faire payer en numéraire. Donc, il s'agissait d'aller garantir alors une partie de la production de sucre de canne et il a même été envisagé dans la négociation le fait que le client allait être payé avec un nantissement de droits aériens, de survol du pays, rétrocédé au client en question pour se faire payer. Voilà. Donc, il y a tout plein de, je dirais, de subtilités. Alors, celle-là, elle est un peu atypique, mais il existe bien nombre de contrats d'assurance pour se prémunir de tous les risques. Voilà. Alors, ce que je souhaiterais faire avec vous dans un second temps également, c'est au travers d'anecdotes de vous dire l'essentiel, sachant que pour nous, en matière d'assurance, ce qui va être primordial, c'est le contrat qui va vous lier avec votre client. Et quand on dit contrat, c'est l'aspect bien évidemment des clauses, mais également le marché. Souvent, on a vu des startups venir nous voir, nous solliciter avec ou même des entreprises matures, la peur au ventre parce qu'elles étaient sous la dictate de compagnies américaines qui allaient leur imposer des garanties et des responsabilités avec des montants exorbitants. Il ne faut pas s'en effrayer, c'est un jeu et très rapidement dans la négociation, dès l'instant où vous faites rentrer un assureur et qu'on leur explique qu'ils poussent la machine un peu trop loin, ces gens-là se calment et reviennent à des choses raisonnées. L'importance également de l'avocat, du banquier, je vais vous l'évoquer. Souvent, on voit arriver des contrats avec des sociétés américaines où dans les clauses, vous allez retrouver une clause qui n'a rien à faire dans le contrat, mais qui a été montée par un cabinet d'avocats américains. De façon générale, les cabinets d'avocats américains ont une clause sur la responsabilité civile des conducteurs de voitures et ils imposent à leurs partenaires
le fait que leurs collaborateurs sont et seront assurés par ce contrat-là. Donc, des fois, vous recevez un contrat et on voit libellé comme quoi il faut s'assurer pour le risque RC auto. C'est quelque chose d'absolument aberrant, mais il faut leur dire non, ça, on ne peut pas vous le donner. Des fois, il faut insister. Ils le comprennent, mais c'est un jeu. Ils vont aussi tenter l'expérience. Voilà. Prévention et anticipation, et je rajouterai un terme, vigilance. Il y a une chose, notamment aux États-Unis, sur toutes les sociétés prestataires de services, et notamment dans le numérique. Vous développez des logiciels, vous utilisez par exemple des fichiers et des logiciels mis à la disposition gratuitement. Il va falloir mettre en place une veille parce que les logiciels gratuits un jour ne le sont pas fatalement toujours. Donc, à un moment donné, vous pourrez avoir des sociétés américaines qui viennent rechercher votre responsabilité parce que vous n'êtes pas acquitté du droit d'utilisation de ces logiciels, quand bien même lorsque vous avez créé votre logiciel, ces derniers étaient gratuits. Donc, il va falloir faire attention parce que sur la propriété intellectuelle, les Américains, tout à l'heure, Franck l'évoquait, sur la propriété intellectuelle, les Américains sont friands et par ce biais, vont chercher souvent la responsabilité des entrepreneurs. Voilà. L'implantation dans les pays au niveau assurantiel n'est pas compliquée. Il suffit vraiment d'analyser l'ensemble des risques et de pouvoir, d'entrée de jeu, fixer la règle de ce dernier, la règle du jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si il y a un problème. Deuxième chose évoquée également, c'est je dirais, le droit qui va gérer votre contrat. Pendant longtemps, la Chine, et Dieu sait que tout le monde, à un moment donné, travaille avec la Chine. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance, nous sommes obligés d'en tenir compte. Pendant longtemps, c'était très compliqué, dans la fabrication notamment de produits. Quand on demandait qu'est-ce qu'on fabriquait, on demandait si on avait des produits, c'est toujours le cas. On évoquait si des produits chinois rentraient dans la composition parce que la société chinoise refusait tout type de garantie et de recours possible. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu assoupli, et les compagnies chinoises acceptent de négocier quand il y a une problématique. Dans tous les cas, il nous faudra et nous évoquerons le fait qu'il faut systématiquement refuser un arbitrage local parce que là, indépendamment des droits, quand même il serait révélé, assez compliqué non seulement d'avoir raison, mais en plus de faire exécuter la peine si tant est, le dédommagement si tant est il y en avait un. Voilà. C'est pour moi et de façon générale pour les groupes d'assurance, je dirais, le point d'entrée reste le contrat et tout ce que vous y mettrez dedans. Voilà. Donc, la nécessité d'un banquier, la nécessité d'un avocat, et nous viendrons parfaire et boucler le puzzle de manière à ce que la conquête du pays se transforme pour vous tous en un véritable succès et la pérennisation sur tout votre business parce qu'il ne s'agit pas lorsque ça pique d'intervenir parce que là, on peut se retrouver souvent contraint sur des solutions et des dédommagements importants. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Célia, peut-être tu voudrais compléter sur cet aspect-là? Oui, avec plaisir. Déjà, je voulais dire que c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et donc, pour l'histoire, nous, on a démarré, j'ai oublié de dire en introduction qu'on a vraiment été très bien accompagnés par Créalia également. Donc, au départ, on a été accompagnés par le réseau du BIC et de Créalia sur l'amorçage de la société, et qui nous a été essentiel pour vivre et pouvoir se développer. Et je parle de ça parce que dans l'accompagnement initial, je dirais que la seule chose qui manquait était l'explication de texte par rapport aux assurances. Donc, je pense que là, aujourd'hui, avec Michel, il y a ce qu'il faut en termes de partenaires pour cette explication de texte. Parce que quand on vient, nous, d'une entreprise, moi, je viens d'un grand groupe pharmaceutique,
c'est un sujet qui nous dépasse un peu, puis qui dépasse un peu souvent même les personnes. Hein. Les assurances, c'est toujours des thèmes qui devraient être simples et qui se retrouvent à être assez compliqués. Donc, on a été très bien accompagnés aussi, mais il a fallu qu'on cherche. Hein, donc, nous, on est passé par un courtier spécialisé dans notre domaine d'activité, puisqu'on a un domaine dans la life science qui implique un certain nombre de spécificités. Mais globalement, je dirais que vous, en tant que dirigeant, vous avez quand même, et en tant qu'entreprise, vous avez la responsabilité de vos services, hein, de ce que vous proposez à vos clients, donc de ce que vous contractez avec vos clients. Vous avez la responsabilité de vos salariés et collaborateurs, donc ça c'est un sujet important. Et vous avez aussi la responsabilité de gérer correctement l'entreprise par rapport à des investisseurs, quand vous en avez. Donc nous, on a tout de suite mis en place une responsabilité civile d'exploitation qui passe nécessairement par, pour nous, des assureurs un peu spécialisés, mais AXA aussi ce qu'il faut. Hein, donc voilà. Donc une RC d'exploitation qui vous permet, en cas de défaut d'exploitation, d'assurer votre chiffre d'affaires en fait dans l'entreprise. On a aussi une responsabilité civile des mandataires sociaux, et ça c'est plus dans le cadre d'une mauvaise gestion de l'entreprise, votre responsabilité vis-à-vis des investisseurs et du développement de l'entreprise. Donc ça, généralement, vos assurances en France, ce que vous montez comme contrat d'assurance, c'est quand même avec des assureurs, dans notre cas spécialisés, et ça couvre l'activité que vous avez à l'export. Donc notre responsabilité civile d'exploitation, elle couvre la partie des contrats que l'on a avec des sociétés étrangères et notamment avec les États-Unis, qui est toujours le petit truc à part parce qu'effectivement, ils sont très pénibles, les Américains. Donc, les assureurs font attention à vous demander chaque année une mise à jour de votre chiffre d'affaires et la répartition entre US et hors US pour être sûr d'avoir ce qu'il faut pour vous couvrir en cas de défaut d'exploitation sur ces contrats avec les clients américains. Ensuite, quand on a créé la filiale aux États-Unis, il y a quelques assurances complémentaires sur lesquelles il faut se positionner. Donc là, souvent, vous êtes aussi accompagné par vos assureurs initiaux qui ont des partenaires aux États-Unis pour mettre en place ces contrats d'assurance. Et donc, vous avez deux grandes assurances. La General Liability qui correspond à la RC d'exploitation mais locale. Et puis ensuite, vous avez la Working Compensation and Employers Liability qui doit couvrir si vous avez un salarié qui se coupe le doigt, qui est comme il y a un certain nombre de responsabilités vis-à-vis des collaborateurs que vous avez localement. Donc, vous avez cette police d'assurance à mettre en place. Ce n'est pas des gros montants nécessairement, mais c'est important de les mettre en place aussi parce que dans le cadre de vos contrats américains et dans le cadre de votre responsabilité d'employeur aux États-Unis, il vaut mieux être bien assuré aussi sur ces aspects-là, sachant qu'aux États-Unis, ça peut très vite coûter très cher en frais d'avocat et en compensation par rapport à vos collaborateurs. Voilà, donc nous, c'est un sujet qu'on ne prend vraiment pas à la légère. Et quand on a donc créé notre filiale au Danemark, on s'est posé la même question. Est-ce qu'il faut qu'on ait une assurance spécifique pour le Danemark? On n'a pas de collaborateurs employés par notre filiale, donc déjà ça, c'est un sujet qui sort. Et sur la base des contrats, en fait, notre contrat d'assurance de responsabilité civile de l'entreprise couvre les prestations qu'on peut avoir avec des partenaires au Danemark. Donc, il n'y a pas eu de sujet d'assurance complémentaire sur la filiale danoise. Mais il faut être bien accompagné parce que c'est assez complexe comme thématique. Super. Merci beaucoup. Donc là, on a en tout cas fait le bon tour d'horizon sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous les quatre pour votre témoignage et expertise. Si vous avez des questions à tous les participants, c'est maintenant. Donc, n'hésitez pas via le chat ou à lever la main. On y répondra, enfin, nos experts y répondront avec grand plaisir avant qu'on puisse conclure sur cette matinée et ce webinaire. Donc, je vous laisse nous poser vos questions et je vais laisser la parole à Stéphanie. Et si vous avez des questions, voilà, c'est maintenant, il ne faut pas hésiter. On pourra sur demande également vous faire parvenir les coordonnées de tous nos experts. Donc, n'hésitez pas. Voilà.
Merci Manon et merci à tous. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est pas d'improvisation, anticiper, oser poser des questions, oser y aller aussi parce que on voit les difficultés, mais ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le marché est mondial pour à peu près l'ensemble des produits et services. Donc, il faut aussi oser. Vous avez osé créer votre société, votre entreprise, et ben oser aller sur l'export. Et je vais laisser Célia faire une conclusion. Je pense que elle nous a apporté énormément d'informations concrètes. Vous tous, on vous remercie vraiment tous les quatre parce que ça a été passionnant et concret, ce qui me semble important. Très bien, merci Stéphanie. Je pense que ça introduit bien la conclusion. Ce sera pas plus. Alors, je reviens sur la question d'avant, qui était quelles sont les étapes à mener pour s'implanter à l'international. C'est vraiment pas plus compliqué que de s'implanter en France. Donc, il faut surtout pas se mettre de barrières, en fait. C'est vous utilisez l'expérience que vous avez eue dans la création d'entreprise en France et puis vous transposez ça au moment de la création dans la filiale. C'est pas plus compliqué. Ce qui va être à prendre en considération, c'est quand même le temps à passer du dirigeant dans la création de ces filiales. Et ça, c'est surtout pas à négliger parce que vous allez nécessairement devoir dédier une partie de votre temps au développement de ces filiales, au moins au démarrage, le temps que vous mettiez en place une équipe, que vous rendiez autonome peut-être localement. Mais sinon, c'est beaucoup de temps, beaucoup de déplacements, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress et d'adrénaline parce que vous allez dans des territoires dans lesquels vous probablement pas fait de business auparavant. Donc, dans une relation de business, c'est pas comme quand on part avec son sac à dos en vacances, quoi. Donc, c'est un peu différent au niveau de l'approche, mais c'est extrêmement intéressant, il faut pas négliger l'ouverture d'esprit et l'intérêt, en fait, de développer son entreprise à l'international pour vous, mais aussi pour vos collaborateurs. Quand vous avez cette dynamique d'aller à l'international, forcément, vous allez avoir une partie de vos collaborateurs qui va être extrêmement motivé par ce développement, prêt aussi à s'engager avec vous, à y aller aussi, à se déplacer sur les territoires que vous voulez conquérir. Donc, pour l'implantation, c'est voilà. Quant au marché international, c'est-à-dire piloter ou avoir des contrats avec des sociétés en dehors de sociétés françaises, alors là, je vous invite à surtout ne pas avoir de barrière. Hein. Alors, il faut parler anglais. Et puis bon, de toute façon, si vous allez genre au Japon, il vous faudra un traducteur à un moment donné parce que l'anglais ne sera pas suffisant pour arriver à rentrer correctement dans la discussion. Ce sera probablement pareil dans un certain nombre d'autres pays où l'anglais n'est pas aussi fluent qu'en Scandinavie, par exemple. Donc surtout, vous mettez pas de barrière. Considérez que la langue, c'est pas non plus une barrière. Et aller chercher du business à l'international, il y a aucun problème. Il faut considérer que nous, en tout cas, dans notre cas, si on avait créé l'entreprise sur le marché français, on l'aurait pas créé parce que c'était impossible d'adresser suffisamment de chiffre d'affaires sur le territoire français. Il est tout petit par rapport au marché international. C'est pas le cas quand vous êtes une entreprise américaine. Les Américains, eux, il y en a plein. Et je dis, ils ont même pas de quoi vous appeler à l'international parce que de toute façon, ils se suffisent à eux-mêmes sur leur territoire. Donc, les Américains, ils peuvent travailler qu'avec les Américains. C'est pas un problème pour eux. Il y a assez de masse, assez de volume, assez de marché, assez de gens, assez de tout. Probablement pareil sur la Chine. Voilà, ou dans des grands pays. Mais la France, on est tout petit, donc on ne peut pas, en tout cas dans nos domaines d'innovation ou dans les domaines qui sont traités par Créalia, quand même très peu de chances que votre marché se limite à la France. Donc, il faut tout de suite avoir envie d'aller à l'international. Et après, pour le choix des pays, choisissez ce qui vous plaît, en fait. Vous trouverez et puis valider qu'il y a du marché, bien sûr. Mais comme vous allez devoir y aller, devoir vous engager, allez pas choisir un pays où vous n'avez pas envie de mettre les pieds, parce que vous n'arriverez pas à vous développer. Donc, il faut aussi que cette envie d'aller dans le pays, que vous aimiez la culture, que vous aimiez la nourriture, que vous aimiez leur façon de faire du business, parce que ce qui fonctionne de toute façon, c'est l'humain. Donc, c'est votre capacité à aller vers et à interagir avec cette culture qui est différente de la vôtre, mais qui peut fonctionner ensemble. Donc, il faut que vous ayez envie d'y aller. Voilà. Alors, les Maldives, il n'y a pas beaucoup de marché. Même si on a bien envie d'y aller. Et voilà, donc il faut choisir des pays quand même où vous avez envie d'aller.
Et je conclurai comme ça. Donc, soyez bien accompagnés parce que de toute façon, tout seul, je ne vois pas comment on peut connaître toutes les ficelles de tous les métiers. Et là, vous avez les 3 grands métiers auxquels, effectivement, je rajoute l'expertise comptable. Avec il faut que vous soyez très bien accompagnés sur les sujets de banque, sur les sujets d'assurance, sur les sujets de loi, donc des avocats, et sur le sujet d'expertise comptable, ça c'est sûr, et fiscalité. Bon, merci beaucoup, merci à tous. Je ne sais pas si Franck ou Hélène souhaitaient compléter ou dire quelque chose. Oui, je pourrais juste ajouter dans le droit fil de ce que vient de dire Célia sur le fait de ne pas avoir effectivement de barrière. Et je pense que le droit est important, mais je le disais en introduction, il ne faut pas effectivement le voir comme une barrière. Il faut s'entourer, il faut faire attention, il faut être prudent, mais il faut y aller. Et je pense, j'ai vu le sondage où je pense que vous êtes 60%, donc vous êtes dans l'Europe, surtout en Europe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller hors de l'Europe, bien évidemment. Là, on a l'exemple de Célia sur les États-Unis. Mais je veux dire, en Europe, au niveau juridique, c'est quand même d'autant plus facile parce que l'Europe du droit, elle existe. On parlait de contrats, vous pouvez avoir des contrats avec l'ensemble des pays européens, enfin des clients situés dans l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'au niveau juridique, ça facilite les choses tout simplement parce que, par exemple, si vous avez un contentieux et que vous êtes devant un tribunal français, que vous devez exécuter ce qu'on appelle, c'est-à-dire aller chercher votre argent dans un pays européen, et bien votre jugement français sera directement exécutoire dans le pays étranger. Donc on a quand même des facilités aujourd'hui. On peut encore une fois aussi le faire hors de l'Europe, mais au sein de l'Europe, on a quand même aujourd'hui l'Europe du droit existe et elle facilite d'autant plus le commerce intra-État. Merci beaucoup, Franck, pour cette précision. Pour conclure, merci à tous, aux participants et à nos experts. Je pense en effet que c'était très riche. On a d'ailleurs un petit message de remerciement de Bruno Forgue qui nous dit merci tout le monde pour toutes ces interventions extrêmement riches et claires. Le contenu est très concret, pratique, super. Bonne continuation à tout le monde. Voilà, les retours sont plutôt bons. Donc, merci à vous tous pour ce webinaire. Et puis, rendez-vous au prochain épisode et avec toutes les startups que Créalia finance et accompagne, on vous tiendra informé du succès. On a la preuve de Célia aujourd'hui qui est depuis bien longtemps entrée dans la famille de Créalia et tous nos experts également qui nous prouvent au quotidien l'intérêt de voir toutes et tous développer vos startups et le sujet de l'international était très important. Donc, un grand merci à vous tous. On rediffusera pour l'ensemble de nos participants et ceux qui n'ont pas pu venir le webinaire. Et puis, on vous donne rendez-vous prochainement pour la suite. Voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.